Voilà, bonjour à tous, bonne année. C'est l'année 2025 qui commence. On est au cœur de l'hiver. Ça piqué un petit peu ce matin, mais c'est bien de temps en temps d'avoir un peu de froid comme ça. On pense évidemment à des régions du monde où, comme je pense à la Californie en ce moment avec les incendies, tout ça. Voilà. On se dit que dans ces cas-là, c'est pas plus mal d'avoir un peu de froid et un peu de pluie de temps en temps. Heureux de vous retrouver pour ce cours d'hébreu avancé. C'est notre dernier jour de l'année, avec deux séances, une double séance. On va avancer sur le texte d'un Q22. Au semestre prochain, on me dit qu'on va être rejoint par des étudiants qui sortent tout frais moulus des cours d'hébreu, d'initiation à l'hébreu. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire comme texte, du coup, je pensais, moi, aller crescendo en termes de niveau, mais il va peut-être falloir baisser un peu le niveau. C'est ce que me disait mon collègue Eran Chouali, qui me parlait un peu des étudiants qu'il allait m'envoyer pour le cours au semestre prochain. Bon, on verra, on avisera. En tout cas, aujourd'hui, donc, on est toujours sur un Q22, cet apocryphe de Moïse qui nous a bien donné l'occasion de revoir à la fois beaucoup de vocabulaire biblique, la syntaxe, de poser des questions de morphologie, de syntaxe, de conjugaison, de vocalisation, etc., etc. Donc, c'est un très très bon exercice. Et je pense que vous-même déjà, vous devez ressentir la différence quand vous lisez votre texte biblique. Vous êtes forcément beaucoup plus à l'aise avec la vocalisation et peut-être même déjà commencer à poser des questions sur la pertinence de la vocalisation des massorètes en disant mais moi j'ai une autre idée de comment on pourrait vocaliser le texte. Donc ça c'est bien. Quand vous commencez à ressentir ça, c'est bon signe. Alors, donc la dernière fois, on en était rendu à la ligne 8. Enfin disons la ligne 7. Voilà, c'est ça. Donc en disant, on disait Yelchou achar shikutse agoyim, donc ils iront après, derrière les horreurs, les abominations des peuples ou des nations. Goyim, moi j'ai traduit conventionnellement par nation. Ok, très bien. Et donc, on lit la suite à ce moment-là. Qui veut nous lire la suite? Je vais copier à l'écran le texte, ce sera plus simple. Hop là. Ah oui, j'ai oublié ce petit bout-là à la fin de la ligne 7. Quand même. Ah mince, il est plus petit. Et puis je vais mettre le début. Je vais mettre la ligne 8 aussi tant qu'on y est. Bon, je vais copier un peu la ligne 8, mais on verra après pour la ligne 8. Alors, qui veut nous lire ce petit bout de phrase à l'écran? Allez-y. Très bien. Bon, on peut s'arrêter là. Voilà. Serré. Serré. Très bien. Et donc, vous analysez ça comment, ce mot? Toeva. Mhm, mhm. Ouais. Oui, donc Toeva, abomination idole, avec pronom suffixe derrière. D'accord, très bien. Leurs abominations. Mhm. Très bien, très bien. Est-ce que les autres, vous avez également analysé ce terme de cette façon-là? Donc, Toeva avec un pronom suffixe? Oui. Et la Oui, vocalisation, c'est ça que vous avez vocalisé aussi? Alors, euh, Toivoteam. j'ai pas entendu la vocalisation. Avotehem. Alors, dites-moi comment vous avez vocalisé.
Et un deuxième serré. Ok. Bon, ça vous paraît mieux les autres ou bien? J'ai mis un Ségol, moi, à la fin, là. Alors Le M. attendez, Hervé me dit qu'il a mis un ségol à la fin. Oui, très bien. Et vous me disiez que le. Quand c'est féminin, il n'y a pas de serré? Où ça? Sous le tave. Ah oui, et vous mettriez quoi alors? Le rirek comme madame? Le serré, c'est masculin. Ah oui, d'accord. Alors, je vais. Ça vaut peut-être le coup que je vous remontre juste le paradigme des pronoms suffixes. Il suffit de regarder. Euh, Voyons voir, j'en avais préparé un que je distribue à mes. Non, ça c'est de l'araméen. Pronom. Attends, c'est ça, voilà. Bon, ben voilà. Euh, je vous montre vite ça, hein. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet. Regardez rapidement ce que vous avez comme pronom suffixe derrière des noms. Ah oui, j'ai pas mis de nom féminin. Ah oui, autant pour moi. Bon, voilà. Donc, ah oui, ça aurait peut-être été utile que je prenne un exemple. Euh, Bon, écoutez, j'ai pas pensé à mettre de nom féminin parce qu'en fait, il y a les pronoms suffixes derrière un nom féminin sont les mêmes que ceux derrière un masculin. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir, à part qu'évidemment le féminin doit être à l'état construit, c'est-à-dire que vous allez avoir un at à la fin. Donc par exemple, là, vous avez le nom Toeva, donc vous allez avoir Toevat au féminin et Toevot ou quelque chose comme ça. On va discuter de la vocalisation après. Mais ensuite, vous considérez soit, bon, s'il est au singulier, vous voyez, vous allez avoir les mêmes pronoms suffixes. Donc, par exemple, vous allez avoir toevat hem, vous voyez, si c'est troisième personne du singulier, avec juste un schwa sous le tav. En revanche, si vous avez un pluriel, ben, vous allez mettre ehem, et vous aurez tsereyod derrière le tav. Donc ça change rien. Voilà. Bon, je ne l'ai pas précisé dans mon paradigme, effectivement, mais voilà. Donc, que le, que le nom soit féminin, ça ne change rien. Sinon, je l'aurais dit. Voilà. Alors, donc voilà. Donc, effectivement, pour ce qui est de la finale, on va effectivement être sur une finale ehem. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, la finale haute vous dit bien que c'est du pluriel. Si vous n'aviez pas la maîtresse, la mater lectionis vav, on aurait pu imaginer que ce soit un singulier, mais là, on voit bien que c'est un pluriel. Oula. Voilà. Je me suis cogné dans la table. Et en plus, je vois qu'il fait tomber le. Bon, tant pis. Euh, la question qui va se poser avant, évidemment, c'est la vocalisation du terme toeva auparavant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre comme voyelle. Euh, et, et évidemment, on va vouloir faire tomber des voyelles. Alors ici, on a une mère de lecture vave, donc on ne va pas pouvoir faire tomber la voyelle. Euh, et donc, en plus, bon, comment dire, cette voyelle, elle fait partie de la racine, vraisemblablement. Quand quand vous voyez une forme comme celle-là, Toeva, qui commence par un T, alors on peut imaginer une racine Tav, Ayin, Bet, hein, le tav peut exister comme radical, mais c'est quand même assez rare. En revanche, le TAV est très souvent comme une préformante de construction, comment dire, de construction nominale. Donc ici, le TAV, il faut le prendre comme une préformante. En plus, vous avez un O derrière, donc on n'a pas de schèmes nominaux comme ça avec une vocalisation O. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc effectivement, et puis si vous regardez la racine, évidemment, euh, enfin voilà, ça semble plutôt logique de le considérer euh, comme venant d'une racine pévave. Après, bon, toutes ces considérations-là n'empêchent pas que, évidemment,
enfin, l'erreur que nous on peut faire de croire que le tav fait partie de la radicale peut être faite par d'autres personnes qui du coup vont créer une racine tav ayin bet. Donc ça c'est assez classique en linguistique, c'est-à-dire que les locuteurs eux-mêmes n'étant pas des grammairiens, ils font des reconstructions, et en français aussi on a tout un tas de constructions de noms qui sont des reconstructions à part de quelque chose qui viennent d'autre chose, et hop on leur fait des racines, etc. Donc ça c'est tout à fait classique comme phénomène. Donc tout ça pour dire que le O ne va pas tomber, parce qu'en fait le O résulte de la contraction d'une diphtongue. Et donc il est fort et on ne va pas le faire tomber. La voyelle sous le haïn, en revanche, oui, on peut tout à fait imaginer de la faire tomber. Et c'est probablement ce qui va se passer. Moi, en tout cas, je propose de la faire tomber. Alors évidemment, si on fait tomber une voyelle et qu'on met un schwa, en l'occurrence, c'est un haïn, donc on ne va pas aimer un schwa simple, hein, un schwa mobile, simple, sous un haïn, on ne va pas aimer, donc on va le colorer. Donc dans ces cas-là, on met un petit ratef patard, parce que les gutturales, elles aiment bien le son A, etc. Donc en général, c'est ce qui va se passer. Alors on peut vérifier, hein, euh, si vous regardez euh, dans la Bible, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous dites je cherche, déjà le terme Toeva, déjà, c'est le plus simple, c'est évidemment de regarder avec le terme en question. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et ce qui serait bien, ce serait de l'avoir avec ensuite suivi d'un suffixe, euh, et même troisième masculin pluriel, tant qu'à faire. Euh, alors, Toa, bah oui, bah alors là, on a une forme contractée, évidemment. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Voilà, vous l'avez ici, Toa Votehem, vous voyez, dans Jérémie 16-18. Vous voyez. Donc, voilà, c'est ce à quoi on s'attend. Toa Votehem, Toa Votam, etc., etc. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de problème plus que ça, disons, au niveau de la vocalisation. Il y a un petit peu de gymnastique, mais si on applique les règles, tout se passe bien. Euh, pardon? Alors effectivement, un dernier point aussi, le tav initial prend un dagesh léger, comme toute bégat kefat, lorsqu'il n'est pas précédé d'un élément vocalique. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas puisqu'il est précédé d'un schwa mobile, qui est un élément vocalique. Donc effectivement, on va pas mettre de dagesh dans le tav. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? En fait, normalement, on essaye de faire tomber l'antéprétonique. Bon, voilà. En l'occurrence, la syllabe qui est accentuée, c'est la dernière. Mais c'est un suffixe lourd. Les suffixes de type consonne, voyelle, consonne sont lourds, ils prennent l'accent. Euh, donc, on voudrait faire tomber l'antéprétonique, c'est-à-dire le hot, mais qui est la marque du pluriel et qui provient d'une voyelle longue. Donc lui, il ne va pas tomber. Donc si celui-là, il ne tombe pas, bah, c'est celle d'avant. Voilà. On fait tomber celle qu'on peut tomber, celle qu'on peut faire tomber. Et c'est la seule qui est susceptible de tomber ici. Le hot du féminin ne tombera jamais. Vous n'êtes pas obligé de mettre une mère de lecture. Là, on en a une, pas obligé de la mettre. Et comme je vous dis, en plus, il provient d'un halon. On le sait dans les langues sémitiques que c'est un halon, en araméen, dans d'autres langues, etc. C'est un halon. Donc les voyelles longues, elles tombent pas facilement. De la même manière ici pour le O, comme je vous disais, qui est en fait la contraction d'une diphtongue, qui est donc une voyelle longue, elle ne va pas tomber facilement. Donc ça, c'est tout le problème on en a déjà parlé, hein, mais de la longueur des voyelles en hébreu qui n'est pas notée. C'est-à-dire on ne vous dit pas si le O il est long ou court. Euh, on, on entend parfois, on lit parfois que l'usage des mères de lecture permet de savoir si une voyelle est longue ou pas. C'est pas vrai. C'est vrai dans un certain nombre de cas, mais pas systématiquement. Donc pour ça, la seule vraie façon de savoir si une voyelle est longue ou pas, bah, c'est des questions de vocabulaire, hein. C'est effectivement la morphologie, c'est-à-dire de dire tel mot est construit sur telle forme, ou bien de faire du sémitique comparé. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est ça qui permet de savoir, d'expliquer un certain nombre de vocalisations. Très bien. Ensuite, donc, bah, on vous écoute pour la vocalisation du mot qui suit.
Cheval. Et deux patards. Dagesh, Rirek. Dagesh. Un Shorek. Serré et Ségol. Très bien. Ok. Ve'achar gilou lehem. Et vous traduisez ça comment? D'aller derrière leurs immondices ou leurs horreurs. Très bien, très bien. Euh, oui, la racine dans le guimel et le lamed. Pardon, le quoi? La, le dagesh dans le guimel et le lamed. Très bien. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes content? Vous avez trouvé la même chose? Pardon, vous n'avez pas mis de dagesh dans le guimel? Le dagesh dans le guimel? Alors le dagesh dans le guimel, il est simplement dû au fait que c'est une bégade kefat et qui n'est pas précédé d'un élément vocalique. Donc voilà, c'est un dagesh léger, hein, c'est pas un dagesh fort. Donc il n'y a pas de gémination, il n'y a pas de, voilà, c'est juste, vous avez une bégade kefat, elle est précédée par une consonne, resh en l'occurrence ici, donc dagesh léger. Donc voilà, on- évidemment on l'oublie facilement parce que la prononciation est toujours dure. En tout cas en hébreu moderne, on prononce ge toujours. On n'a pas cette double prononciation des massorètes où on a ge, re, prononciation fricative. La réalité, c'est qu'on ne sait pas comment c'était prononcé, évidemment, il y a 2000 ans ou 3000 ans. Hein, si, là encore, on cède des pratiques modernes, et des traditions de prononciation en hébreu, en araméen, en syriaque, en arabe évidemment, en éthiopien, enfin, etc. Mais même quand on va regarder à côté, c'est pas évident. Prenez l'exemple de l'arabe. On connaît trois prononciations de cette consonne en arabe. Si vous allez en Syrie, ça se prononce je. Vous voyez, par exemple, le nouvel homme fort de Syrie, Jolani, on dit Jolani, là. Donc, il est prononcé J très, très doux comme ça. Vous allez en Égypte, c'est prononcé Ge. Ouais, et vous allez au Maghreb, on va prononcer Dje. Hein, il est un peu éjectif comme ça. Pensez au chameau. Hein, vous allez avoir Gamal, Jamal et Jamel. Vous voyez, c'est le même prénom, mais avec donc la même consonne est prononcée de trois façons différentes dans le monde arabe aujourd'hui. Donc, si déjà a fortiori on ne sait pas. Alors évidemment, quand on apprend l'arabe, on dit ah la vraie prononciation c'est je. Mais pourquoi? Parce que les grammairiens aujourd'hui venaient de Syrie et que donc c'est la prononciation syrienne qui est considérée comme la prononciation, la bonne prononciation, etc., etc. Mais bon, voilà, enfin tout ça, voilà. Donc, moi, je suis pas en train de vous dire que le scribe qui a copié ce manuscrit prononcé de telle ou telle manière, je ne sais pas du tout comment le. Pour les massorettes? Ah oui, oui, c'est sûr. De toute façon, eux, les massorettes, ils distinguent deux prononciations. Donc c'est sûr que eux, ils n'inventent pas. Hein. Les massorettes, ils sont pas là pour nous compliquer la vie. Même si parfois on se pose la question en se disant ils nous cassent les pieds. Mais non, 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 bien sûr que non. Les massorettes, évidemment, dans la tradition de prononciation dont eux témoignent, il y a effectivement cette double prononciation. Donc elle a existé. Hein. Je suis pas en train de nier la réalité historique mais simplement les massorettes, c'est pareil. On travaille au 9e, 10e siècle de notre ère, on est 1000 ans après ce manuscrit, vous voyez. Donc en 1000 ans, la prononciation a pu évoluer, et même le français, vous voyez comment la langue évolue. Si vous écoutez, on a des tout premiers enregistrements audio du 19e siècle,
Je me suis amusé à écouter ça. Bref, on se dit mince quand même, en 150 ans, la prononciation a bien évolué. Alors vous imaginez en plus en 1000 ans. Bref, donc voilà, donc c'est juste pour dire, nous on applique la vocalisation massorétique qui correspond à une réalité, celle des massorètes. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était le cas pour, disons, à toutes les époques et dans tous les milieux. Alors ensuite, voilà, donc ça c'était pour le dagesh dans le guimel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la prononciation? Le fait qu'il y ait un dagesh dans la deuxième radicale, là, ça fait partie du shem, hein, c'est un shem ribouille, c'est-à-dire un shem qui toule. Euh, voilà, c'est le shem qui veut ça. Vous avez un shem avec gémination de la deuxième radicale. C'est un shem nominal qui dérive du piel. Ouais, pensez à votre conjugaison piel. Et donc, vous avez une construction, vous pouvez faire un shem qui toule. Et il y a des noms comme ça, qui douche, par exemple, en hébreu. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Regardez en votre grammaire préférée. On vous donnera quelques exemples de shem qui toule. Et donc, on est dans ce shem-là. Giloul, donc il faut mettre un dagesh dans la deuxième radicale. Et puis ensuite, Gilou Lehem, bon, bah, il n'y a pas de problème. Alors la racine elle-même, ça veut dire rouler, hein. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand on apprend la racine de comprendre comment on en arrive à ce sens. Vous voyez, voilà, c'est pas comment dire, intuitif. Euh, alors que Galal, ça veut dire rouler. Bon, voilà. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui se sont amusés à proposer des étymologies, etc. Mais bon, voilà. Bref. Alors, bon, concrètement, l'idée, c'est comme c'est des idoles, peut-être qu'elles sont construites en pierre et que, vous voyez, peut-être qu'elles étaient rondes à la base. Vous voyez, prenez une pierre. Je vous donne un exemple. Vous voyez, c'est que euh, donc on peut imaginer voilà, qu'au départ, les idoles étaient de forme arrondie. Et donc, et comme la racine galale s'est roulée, et qu'il y a des pierres arrondies qui roulent, hein, pensez à Gilgal, etc. Vous voyez, vous savez, le site là, de Gilgal, où quand on passe le Jourdain, etc. Pardon? Oui, oui, c'est ça, et Galgal, etc. Voilà. Donc tout ça, donc la racine évoque l'idée d'être rond et de rouler. Bon. Et donc, on se pose la question de dire, est-ce qu'on les appelle comme ça parce que la forme est arrondie? C'est pas totalement impossible dans le sens où, quand on fait des fouilles archéologiques, euh, des, on trouve des pierres dressées dont on peut penser que c'était des idoles en fait, mais qui ne sont pas forcément des vraies statues sophistiquées. Vous voyez, quand on pense à des statues, on pense voilà, aux belles statues gréco-romaines comme celles qui ornent l'Aula du palais universitaire ici, vous voyez. Mais il faut se dire que enfin, comment dire que dans beaucoup de religions, et y compris des sites archéologiques donc en Israël, je pense à Arad par exemple ou ailleurs, eh bien vous verrez, il y a des petits sanctuaires et dans des sanctuaires il y a des pierres dressées. Et ces pierres dressées, voilà, souvent elles ont une forme un petit peu arrondie, elles n'ont pas de forme humaine vraiment. Mais on peut supposer, moi j'étais en Jordanie, on était justement avec un groupe d'étudiants d'ici, et il y avait un site même, c'était assez amusant, on parlait avec le fouilleur, et donc on avait comme ça deux pierres de grande taille et deux, trois pierres de plus petite taille. On disait, bah, c'est papa, maman, les enfants, vous voyez. Et donc on se dit, est-ce que c'est une famille de dieux? Souvent il y a la déesse parèdre, et pourquoi pas les enfants, etc. Bon, donc voilà, on n'a pas le mode d'emploi, hein, mais en tout cas, voilà, on peut imaginer que ce soit cette forme un peu arrondie qui justifie l'existence de ce terme. Mais tout ça, c'est très, enfin voilà, ça reste évidemment largement hypothétique. Je ne sais pas si ça vous aide en tout cas à vous souvenir que Giloulim, c'est des idoles. Et aussi, alors on le trouve au pluriel, hein, euh, dans la Bible, on le trouve pratiquement, en tout cas, il apparaît en général au pluriel. On a peut-être quand même des occurrences au singulier. Euh, oui, c'est ça, je vérifiais, là, je vois que il y a bien une occurrence dans le Siracide. Là, je regardais, Klein nous signale qu'effectivement, dans le Siracide, on a Giloul, mais sinon, on le trouve tout le temps au pluriel. C'est dans la Bible hébraïque, on l'a au pluriel. Enfin, quand on dit Siracide, c'est Ben Sira en hébreu, hein, donc ça, c'est pas dans la Bible hébraïque.
On pourrait faire du Ben Sira, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Mais on a des manuscrits de la Guéniza du Caire, manuscrits médiévaux, qui sont pas mal, et on a des fragments à Qumran aussi, de Ben Sira. Alors non, donc c'est pour ça tous les manuscrits qu'on a. Alors, il faudrait vérifier si les manuscrits de la Guéniza du Caire ont pas une vocalisation quand même. Un certain nombre de manuscrits ont des vocalisations qui sont pas toujours tibériennes, hein, qui peuvent être babyloniennes ou palestiniennes. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais c'est pareil, hein, on pourrait en faire. Moi, je demande que ça, hein. Et qui sont pas et qui est pas forcément systématique. C'est-à-dire que parfois, on va vocaliser certains mots dont on hésite quant à la prononciation et le reste, on vocalise pas. Ça, c'est une pratique qu'on retrouve en hébreu moderne encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, globalement, on vocalise pas le texte, on le lit comme ça, et si on a des mots rares ou des mots dont on n'est pas sûr, voilà, vous verrez ça dans la presse écrite, par exemple, ou voilà, de temps en temps, ou sur des affiches, vous avez comme ça un mot parfois qui est vocalisé parce qu'on se dit sinon les gens le prononceront pas bien. Voilà. Mais donc effectivement, donc bon, c'est intéressant comme texte Ben Sira. Et voilà, en tout cas en hébreu, il est tout le temps au pluriel parce qu'on voilà, c'est une généralité. On parle des idoles de manière générale. Euh, ok, alors très bien. Bah, ma foi. Ah oui, vous aviez continué à lire, donc allez-y, continuez à vocaliser les prochains mots. Très bien. Alors, comment on vocalise ça? Shva, Shva, Soulbet. Ratef Segol, Cholem. Très bien. Elohim. Ok, super. Voilà. Le verbe avad, servir, absolument. Des questions, des remarques, des d'accord, pas d'accord, ça va? Avdou, j'ai mis un patard, moi, sous le haïn. Alors, un patard sous le haïn, on me propose. Patard ou Kamet alors? Bah, c'est une syllabe fermée, non Alors, accentuée, donc. donc Hervé dit c'est une syllabe fermée non accentuée, et donc on met un patard. Alors, sauf que c'est une syllabe ouverte en fait, donc on met bien un kamet. Ah, C'est A, vedou. ah, Voilà. Donc ah, ok. la syllabe elle est ouverte. Alors c'est vrai que dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un métègue. Si on n'est pas sûr, attendez, moi je sais même plus où est le métègue sur mon clavier, mais j'ai une petite mémoire. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Voilà, ici. Donc vous pouvez mettre un petit métègue sous Aïn pour dire attendez, attendez, attendez. On n'est pas en syllabe fermée. Parce qu'effectivement, si vous mettez un kametz en syllabe fermée non accentuée, on va dire que c'est un kametz ratouf, on va dire O. Ça ferait ovdou. Non, là c'est avad, avdou. Alors effectivement, d'ailleurs, je l'ai peut-être mis aussi sur mon paradigme. Je ne sais pas si je me suis embêté à mettre le métègue, mais bah si, regardez en plus, regardez comme je suis gentil, vous voyez? Quatre loups, vous voyez? Donc, voilà, je l'ai mis sur mon paradigme. Vous pouvez le mettre si vous voulez, pour bien signaler qu'il s'agit donc d'une syllabe ouverte. En fait, là encore, on le sait parce que si la syllabe était fermée, ça veut dire que d'abord le bet serait enfin le shva sous le bet serait quiescent, il y aurait un dagesh dans le dalet. Ovdou, vous voyez, si vous écrivez ça, voilà, on pourrait penser que c'est ovdou. Mais après, ovdou, ça marche pas. Ovdo, éventuellement. Voilà, on pourrait imaginer V ovdo. Là, il faut penser, si vous vocalisez comme ça
Ça veut dire que vous avez un schème couple, par exemple, Oved, hein, euh, et que vous faites Ovdo ou quelque chose comme ça. Euh, mais alors Oved, voilà, faudrait réfléchir à, voilà, dans le contexte, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, etc. Donc là, c'est pas ça, c'est pas l'option qu'on a retenue. L'option qu'on a retenue, c'est que c'est le verbe avad au cal katal, hein, donc avati, avata, etc., etc. Et donc, dans avad, vous avez deux syllabes, a, vad, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, quand vous ajoutez une postformante de type voyelle, elle va prendre l'accent, mais elle va faire tomber la prétonique. Donc ça, effectivement, il faut bien s'en souvenir. On fait tomber la prétonique. euh, voilà. Voilà. Et donc, il faut. Voilà. Donc, le Dagesh Ulbet est un choix mobile et le Aïn ne bouge pas. Ve'avdu. Et donc, avec un métèque, si vous voulez. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est la conjugaison classique, hein, du calcatol troisième du pluriel. Donc c'est bien de la connaître. Là, on est dans un VAV consécutif, c'est ça qu'il faut imaginer. Il ne faut pas traduire au passé et ils ont servi, c'est et ils serviront, hein, alors ils serviront. Il faut le comprendre évidemment comme un VAV consécutif. Ensuite, et Elohim. Est-ce qu'il y a des questions sur et Elohim? Donc ils serviront leur Dieu. Non, pas de questions. Tout le monde est content. Très bien. Alors, eh ben, on va lire la suite. Je vais copier la suite du texte aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai copié à l'écran? C'est pas manqué, mais ah, voilà, souvenir. Euh, bon, je vais copier un peu la suite du texte comme ça. Tac. Qui veut nous lire la suite? Très bien, on vous écoute. Bon, on va déjà finir on va s'arrêter à Yasbouni. Déjà, très bien, merci. Alors, dites-nous comment vous vocalisez. Shva, Kametz, Shorek, Shva, Patar, Shorek, Shva, Cholem, Serré, Serré, Khatef Patar, Shva. Ah, alors attendez, j'ai dû me décaler. Donc Shorek et Rirek, mais du coup, sous le Zaïn, vous avez rien mis? Un Shva. Donc c'est ça, donc Serré, Khatef Patar, Shva, Shva, Shorek, Rirek. Alors, très bien, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, comment vous avez traduit ça?
Pardon? VHU, oui. Et ils seront. Oui, d'accord. Donc c'est un V-catal, hein, c'est un VAF consécutif. Ça change rien au niveau de la vocalisation, évidemment, mais dans le contexte, on comprend qu'on s'adresse à ce qui va se passer. Donc on est dans le futur. Donc V-catal, V-catal, il se passera ceci, puis cela, voilà. Donc on a vu avant V-avdou, voilà, ils serviront leur Dieu, ils seront. Mhm, comme piège. Et ensuite, mokesh, c'est aussi piège, c'est aussi effectivement un peu le même sens. Donc, bah, faut distinguer un petit peu les deux. On va dire le premier, on va le traduire par filet et le second par piège. Voilà. Alors, au niveau de la vocalisation, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez d'autres propositions à faire? Non, moi j'ai vocalisé autrement Veyazuni là. Ah oui, alors on n'y est pas encore. Hervé parle du verbe à la Ah, fin. pardon. Mais là, pour l'instant, Vehayu, les phares ou les mokesh. C'est bon pour vous? Il manque juste le petit point sur le Non, chine, ça là. c'est bon. J'ai pas entendu la traduction par contre. Alors, la traduction, ils seront un piège et un piège. Mais on va dire filet, hein. Ils seront comme un filet et comme un piège, hein. Pardon? Embûche, oui, oui. Pourquoi pas traduire par embûche, ça me dérange pas plus que ça. Disons le contexte après, c'est le terme est employé dans des contextes de chasse, de traque, etc. Donc voilà. Donc par, on le traduit plutôt par filet. Il existe aussi comment dire, le mot piège convient bien aussi, disons, hein, parce que c'est un filet qu'on utilise à la chasse. Voilà, donc c'est un vocabulaire de chasse. Voilà, bon. Donc ça, Ah, on comprend bien l'idée. Euh, et donc, je- pardon, je ne sais pas si Hervé parle ou. euh, ouais, j'ai pas trop vu ça comme ça moi dans la traduction, hein. Parce que quand on dit ils seront comme un piège, etc., on fait de seront le sujet de seront, on fait les dieux, les idoles, enfin Oui, alors effectivement, donc les la faux question dieux, se quoi. pose de savoir qui est le sujet du verbe ils Alors, seront. oui, alors que moi, pardon. Oui, ben, je vous écoute, Hervé. Alors que moi, j'ai plutôt vu que ils seront, c'est ceux qui tombent justement, ils seront pour le piège et pour le filet, c'est-à-dire les infidèles, quoi, enfin ceux qui respectent pas les instructions de Dieu, quoi. Alors, votre idée serait que donc ce sont ceux donc, qui ne respectent pas les instructions de Dieu, qui eux seraient le sujet du verbe hayu, puisque c'était aussi le sujet du verbe Oui, avdou, et que donc ils seront dans pour la direction du filer piège et dans la direction. ils seront dans la direction du filet et du piège. Donc ils tomberont dans le filet et dans le piège, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, voilà, Ah oui, exactement, d'accord. oui, ouais, Alors, c'est comme ça que j'ai compris. oui, c'est intéressant. En fait, la construction Haya plus Lamed, qui n'est peut-être pas familière en français, hein, c'est pour ça que vous avez traduit, ils seront comme un filet et comme un piège. En fait, c'est la construction en hébreu qui correspond au verbe devenir en français. Euh, C'est-à-dire, si, voilà, si souvent on est mal à l'aise pour traduire cette préposition, en fait, il ne faut pas la traduire. Par exemple, quand vous avez l'expression je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, on a le verbe haya, les have. Voilà. Je serai, avec le verbe haya, pour un père. Je serai comme un père. Alors souvent, en traduisant, on dit bah, je serai pour un père, ça n'a pas de sens. Donc on va dire je serai comme un père, mais non, parce que être comme un père, on n'est pas le père. Je serai son père, je deviendrai son père. Donc
Donc, cette préposition lamed, elle est là pour indiquer le mouvement, c'est-à-dire il y a haya, c'est l'existence, mais l'existence en mouvement, c'est-à-dire l'existence qui, qui n'est pas éternelle dans le sens où elle n'est pas de toute éternité. Donc, il y a un état, donc le verbe être indique un état, mais un état qui n'était pas auparavant. Donc c'est pour ça que et c'est comme ça qu'on le il n'y a pas de verbe devenir en hébreu. Donc à chaque fois que vous pensez à dire ah je vais devenir ceci et toi qu'est-ce dans la vie qu'est-ce que toi mon petit qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand je veux devenir pompier ou je sais pas quoi. Donc c'est le verbe haya plus lamed. Donc en fait cette construction elle est vraiment elle est suffisamment fréquente dans l'hébreu biblique pour que quand on la lit elle, comment dire, elle semble assez naturelle de dire ils seront un filet et un piège. Alors après, et non pas ils iront en direction, parce que si on avait Yelchou, effectivement, ce serait pas pareil. Ils iront, ils marcheront vers le filet, le piège, ou ils tomberont, etc. Là, on pourrait imaginer effectivement que ce soit ce sens-là. Mais avec le verbe haya, non, il faut vraiment le traduire par ils seront ou ils deviendront un piège et un filet. Et à ce moment-là, effectivement, l'antécédent est plutôt le sujet du verbe, c'est plutôt effectivement les Elohim qui précèdent, disons. Euh, bon, d'autant plus que l'expression filet et piège apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, et avec en plus ce syntagme-là. Donc là, non, le sens me paraît relativement assuré. Euh, Oui, on peut regarder, hein, mais l'expression par et mokesh, je vais regarder, des fois on a les deux ensemble, mokesh. Euh, Par et mokesh, donc vous l'avez dans Josué 23, 13. Sachez bien que le Seigneur votre Dieu ne continuera pas de déposséder ces nations devant vous. Et on nous dit Vehayu lachem, les phares ou les mokesh, etc. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'antécédent, puisque là, c'est pas ils seront et eux, parce que évidemment, dans notre texte, dans un Q22, tout est à la troisième personne du pluriel, hein, puisqu'on parle des générations futures, on parle des dieux, donc tout est au troisième masculin pluriel, donc on peut avoir cette ambiguïté. Mais là, ici, le contexte est différent, puisque là, les interlocuteurs, c'est non pas la troisième masculin singulier, mais la deuxième masculin, pas singulier, mais pluriel, pardon. Donc on avait troisième masculin pluriel, on avait deux antécédents possibles dans un Q22. Là, c'est pas possible, puisque là, on parle à la deuxième personne du pluriel, et donc Hayu ne peut pas se référer à ceux dont on parle, ou les personnes qui pourraient faire ce genre de choses, mais évidemment, on parle des goyim. Voilà, donc l'antécédent est clair. Et on a bien la même expression, Vehayu lachem. Alors évidemment, là encore, le lachem permet de lever l'ambiguïté. Nous, on n'a pas ça, mais dans notre texte, on aurait Vehayu lahem, donc ça ne changerait rien. Disons, ça ne nous éclairerait pas sur qui est qui. Mais là, le fait qu'on ait la troisième personne ici, la deuxième là, est très clair. Donc, ce sont bien les nations, les phares ou les mokesh, donc un filet et un piège, etc. etc. Euh, et puis, voilà, Isaïe 8, 14. Bref, enfin voilà, donc l'expression est relativement, le sens de l'expression relativement assuré ici. Ça va pour vous? C'est fou, mais même en étant loin du ventilo, j'ai commencé à attraper froid là, avec cette salle, là, c'est vraiment. Euh, euh, Si c'est bon pour vous, on regarde le mot suivant. Ouais, moi, je ne l'ai pas vocalisé comme ça. Alors, c'était un chirek. Alors attendez, vous changez. Oui, il faudrait mettre où est-ce qu'on mettrait un chirek? Sous le vav, vi, yaz, vuni. Alors, c'est un vaïktol. C'est- Alors, si c'est un vaïktol, ça fait vaï. Alors, effectivement, si c'est un vaïktol. Mais est-ce que c'est un vaïktol déjà? Non, je pense pas. C'est un vieil catal, ça.
Et Hervé dit, il pense pas c'est un vaillictol. Le problème, c'est que là encore, dans le contexte, euh, euh, comment dire, on est plutôt en train de parler de choses qui vont se passer dans le futur. Un vaillictol, c'est une consécution dans le passé. Il s'est passé ceci et ensuite il s'est passé cela. Donc là, voilà, c'est pas génial, génial. Euh, alors évidemment, on peut reprocher en disant mais pourquoi il n'a pas mis un V-catal, hein, c'est normalement on mettrait un V-catal, 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 donc on aurait V-azvou, comme ça, quelque chose comme ça, mais parce qu'on avait V-hayu, V-avdu, V-azvou, donc on aurait préféré un V-catal, mais là c'est pas le cas. Alors après, comme je vous dis, bon, il y a des problèmes de lecture hein, de ce manuscrit. Il y a beaucoup de mots entrecrochés, donc il est en grande partie reconstruit. Donc voilà, même les fragments ici ont été placés les uns à côté des autres. Mais on pourrait aussi remettre en question le positionnement des fragments. Mais admettons que le positionnement soit correct. On peut imaginer d'alterner. Alors d'abord, il y a une explication qui est que celui qui écrit ce texte maîtrise lui-même assez mal le vave consécutif parce qu'il n'est plus vraiment utilisé. À l'époque de Qumran, vous voyez, le vaf consécutif, déjà, si vous regardez en hébreu biblique post-exilique, ce que je vous dis, c'est pas nouveau. Je crois que Gesenius avait déjà fait la remarque il y a 200 ans. Donc, je suis pas le premier à le dire, mais qu'on remarque quand même, si vous regardez l'hébreu biblique post-exilique, déjà, on n'a plus de vaf consécutif, quoi. Donc c'est un usage qui s'est perdu. Euh, il y a des milieux instruits qui sont capables de le faire. Vous voyez, moi je suis capable de faire du VAF consécutif, donc c'est pas impossible. Mais disons que voilà, on peut tout à fait imaginer aussi que certains scribes, certains éditeurs ne soient pas très à l'aise. Et surtout s'ils font un patchwork de texte, voilà, qu'à un moment donné, ils n'aient pas bien fait. C'est comme la concordance des temps, vous voyez, en français, où on peut parfois corriger, y compris des journalistes qui maîtrisent mal la concordance des temps dans leurs articles. Donc, donc ça, c'est pas non plus dramatique. Après, si c'est voulu, donc admettons que, la reconstruction du texte soit bonne, admettons que l'auteur de ce texte maîtrise bien le VAV consécutif. Si le VAV consécutif, si on fait exprès de mettre un V-catal, V-hayu suivi d'un yictol, et non pas d'un vaïctol, euh, ça veut dire que ce yictol n'a pas le sens de consécution dans le futur. Donc c'est pas ils serviront, puis ils seront, puis ils abandonneront. Il faut se dire à ce moment-là que on n'est plus dans une succession d'actions qui seraient des actions ponctuelles, mais qu'on peut imaginer autre chose. Alors, autre chose qu'une succession d'actions ponctuelles, on reste dans le futur, ça peut être quelque chose de plus général. Vous voyez, euh, comme du duratif, comme voilà quelque chose de plus contextuel. Donc, vous voyez, c'est comme en français où euh, euh, on a, voilà, parfois, ou dans beaucoup de langues d'ailleurs, on distingue des actions ponctuelles, des actions duratives entre le passé simple et l'imparfait. Je mangeais AI, je mangeais AIS. Ah, c'est pas la même chose, hein. Je mangeais alors, je l'ai mangé ponctuellement comme ça, hein. J'ai mangé la pomme, ça y est. Mais je mangeais, c'est j'étais en train de manger et à un moment donné, il s'est passé une action. Donc on peut imaginer qu'ils sont en train d'abandonner pendant que ces choses se passent. Vous voyez, mais là encore, je pense que c'est pas trop la peine de discuter en profondeur du sens possible, parce que, comme je vous dis, il y a aussi des chances pour qu'en fait, il n'ait pas fait attention à tout ça et qu'il ait fait du copier-coller, un sorte de patchwork, et qu'à un moment donné, il n'ait pas fait gaffe. Bon, mais alors regardons quand même la vocalisation. Si ça n'est pas un VAV consécutif, donc c'est pas un vaïectol et que le VAV est un VAV simple, on le vocalise comment? Pat- Vous Patard. mettez. Alors, oui, alors on peut regarder le verbe, mais déjà le VAV, on aurait tendance à le vocaliser comment? La vocalisation, c'est un schwa, d'accord? Donc V, d'accord? On met Un un cheval. schwa, ou ve, enfin prononcez ou enfin prononcez-le comme vous voulez. Donc un schwa. Ensuite, il va falloir maintenant vocaliser ce verbe. Qu'est-ce qu'on met? Quelle est la préformante du iode normalement? Ça dépend aussi évidemment du shem, si c'est un inaccompli, Bah, mais c'est un rirek en général. normalement c'est un rirek. En Si c'est du général. cal,
Voilà, si c'est ducal, yiktol, yiktelou, etc. Donc, vous voyez, pour reprendre les choses à la base, voilà, vous faites yizevou, yiktelou. Évidemment, là, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose parce que euh, le haïn va pas être très content avec ce cheval, n'est-ce pas? Donc, on va quand même vouloir probablement colorer le cheval, d'accord? Si on colore le cheval, on va lui mettre un khatef patar. Et si on lui met un khatef patar, il va contaminer la voyelle qui précède. Alors ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que une fois que j'ai coloré Il y a deux euh, chevaux mobiles. le cheval, voilà, Hervé a bien vu, on se retrouve avec deux chevaux mobiles. Un cheval simple et un cheval coloré, mais c'est deux chevaux mobiles. Quand on a deux chevaux mobiles, qu'est-ce qui se passe? Le premier remonte en voyelle Le pleine. premier remonte en voyelle pleine. Voilà. Donc, on va mettre un patard. Bon, c'est le début de l'année, hein. On est après les vacances, tout ça. On a encore les petites bulles de champagne dans la tête. Euh, voilà. Donc, on va se retrouver avec une forme un peu bizarre. On va se retrouver avec deux patards. Yaazuni. Et puis attendez, c'est pas fini parce qu'on peut se poser la question. Non, parce que le ni, attendez, je réfléchis. Le ni, lui, est un suffixe de type consonne-voyelle, donc il ne prend pas l'accent. Donc l'accent va rester là. Donc on a de la chance. On ne va pas chercher à déplacer l'accent et à faire tomber des voyelles. Alors vous pouvez là encore vérifier, hein, prenez dans votre Bible, regardez le verbe azav, et on va vérifier ensemble. Donc un verbe au cal et au yiktol, évidemment, et il faudrait la troisième personne, masculin pluriel. On l'a pas? Ah non, c'est parce que j'ai mal. Voilà. Alors, bah là, vous êtes en forme posale, évidemment, donc ça va pas aller. Là, vous voyez, il y a azvu. On l'a ici. Et donc, vous avez comme ça les deux patards. Il y a azvu. Et vous l'avez aussi avec un suffixe. Il y a yazvucha. Alors, c'est marrant parce que là, on a même l'accent ici. Il y a azvucha. Alors, ça, c'est un peu bizarre. Ah non, parce qu'on l'a aussi ici. Il y a azvucha. Non, c'est ça. Pardon. J'avais pas vu. Avec le, le radiateur gondolé, je sais qu'on a un écran un peu particulier là, avec ce radiateur gondolé. Qui nous sert d'écran. Voilà. Donc vous l'avez plusieurs fois comme ça. Il y a Azvou, voilà, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est de la mécanique, mais il n'y a pas plus de problème que ça. Et Ran Chouali, je ne sais pas, il est peut-être dans son bureau. Son bureau est là-bas. Il est à côté de la salle 20, son bureau, oui. Voilà. Écoutez, j'ai aucune idée. Je suis désolé. Là, c'est un cours des bois avancé. Voilà. Alors donc voilà, donc on a cette vocalisation un peu inhabituelle, mais on fait jouer la mécanique et ça marche assez bien. Voilà, donc là il n'y a pas d'irrégularité, voilà, il n'y a pas de phénomène inattendu. Veya Azbouni. Voilà donc et ils m'abandonneront. Très bien, pas de questions, c'est bon. Consonne voyelle, parce qu'il est de type consonne voyelle. Vous voyez, ni consonne voyelle, donc on a une syllabe consonne voyelle. Donc voilà, vous avez plusieurs types de syllabes. Vous avez des syllabes qui sont une voyelle simple. Par exemple, quand on avait avdou, par exemple ici le ou à la fin, voilà, vous avez donc soit vous êtes une voyelle, ou bien consonne consonne voyelle consonne. Et ce que je disais, c'est quand vous avez consonne voyelle consonne ici, comme hem, ça c'est un suffixe lourd, suffixe ou postformante. Voilà. Donc là vous avez quelque chose de lourd qui va prendre l'accent. Mais si vous avez consonne voyelle, syllabe ouverte ne prend pas l'accent. C'est des règles générales, il y a peut-être des exceptions, je sais pas, je réfléchis, non, je crois pas, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, voilà, retenez ça, ça marche quand même, en général, ça marche bien. Quand vous ajoutez une voyelle, elle va prendre l'accent. Enfin, donc ça va ouvrir en fait, enfin, c'est évident, ça provoque évidemment un changement puisque, bref.
Elle se colle à la consonne qui précède et donc ça fait une syllabe ouverte. Mais c'est pas la même syllabe ouverte, c'est pas comme si vous ajoutiez une syllabe ouverte. Vous n'ajoutez qu'une voyelle. Ok, eh ben, si c'est bon pour vous, on continue. On continue. Bah, quelqu'un d'autre peut lire peut-être, je sais pas. Quelqu'un a envie de lire? Vous voulez y aller? Allez, on vous écoute. Ah non, attendez, on n'a pas fini le. Ah oui, pardon. C'est vrai, on n'avait pas. Il faut finir. Et vous aviez lu effectivement les deux premiers mots de la. Shfa, Chirek, Shva, mais avec le point du Shin, Dagesh, Shorek. Très bien. Oui, vous pouvez dire Shuruk, ça me dérange pas. C'est pareil, c'est juste prononciation moderne. C'est plus simple en hébreu moderne parce qu'on garde que les voyelles. Vous voyez, en hébreu moderne, on garde que les voyelles qu'on veut noter. C'est pour ça qu'on dit chirik au lieu de chirek. Vous voyez, on dit kamatz au lieu de kametz. On dit shuruk au lieu de shurek. Voilà. Parce que comme ça, on n'a que des ou. Shuruk, ou, c'est quelle voyelle? Bah, il n'y a que des ou, donc c'est forcément un ou. Alors, si on dit shurek, on peut hésiter. Vous voyez. Chirik, c'est quoi comme voyelle? Bah, chirik, il n'y a que des i, donc c'est forcément un i. Alors, si on dit chirek, on peut hésiter. Donc voilà, c'est pour ça qu'en hébreu moderne, on va dire kamatz, chirik, shuruk, etc. Voilà, qui ne sont pas des schèmes, qui ne sont pas des mots qui sont bien construits au niveau de la morphologie, tant en hébreu qu'en arabe. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, euh, Veyish Kochou. Alors, il nous manque un petit quelque chose dans votre vocalisation. Vous avez rien mis. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un shfa. Alors, il y a un shfa à côté, effectivement. Ça fait deux shfas qui se suivent. Mais c'est possible quand même. Alors, dans quel cas c'est possible? Voilà, c'est ça. C'est possible si le premier est quiescent et le deuxième est mobile. Ce qui est le cas ici, hein. Donc vous avez une syllabe yish, et le premier cheval est quiescent, il ferme la syllabe. Le deuxième est mobile, vous ouvrez une syllabe. Yish, ke, ru. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème en fait. Voilà. Mais yish, ke, ru. Et c'est normal, puisqu'effectivement, c'est yishkar, mais le ou prend l'accent, fait tomber la prétonique. C'est comme pour avdou. Vous voyez, c'est la même chose que ce qu'on a vu là pour avdou un peu plus haut. Euh, Très bien. Et ça veut dire quoi, veiller shkochu? Hein? Oublier, le verbe oublier. C'est aussi un yictol. Oui, oui, effectivement. C'est pas un vaïktol. Donc on ne dit pas vaïshkechu. C'est pas et alors ils oublièrent, etc. Mais ils oublieront. Alors qu'est-ce qu'ils oublieront? Encore le dernier mot, puis ensuite on. Hein? Chodesh, Cholem, Ségol. Très bien. Et puis le point sur le shin. Voilà. Chodesh, c'est un shem koutle, hein. Donc l'accent, il n'y a qu'une seule vraie voyelle, c'est la première. Donc c'est chutch normalement. Et ça fait chodesh, avec un ségol, donc ce qu'on appelle les ségolés en hébreu, ceux à qui on ajoute ce petit anaptique, cette petite voyelle, ce petit ségol. Et chodesh, que vous traduisez par le mois. Euh, voilà. Hein? Oui, oui, oui. Euh, Très bien. Ouais. Alors, la racine chadash, hein, c'est la racine de la nouveauté. Donc, c'est parce que vous avez la nouvelle lune, hein. Donc, vous pouvez traduire aussi par néoménie, si vous voulez distinguer. Euh, il y a aussi Yaréar qui est utilisé en hébreu pour désigner le mois, mais qui est aussi la lune, du coup, qui pour le coup désigne vraiment l'astre, la lune. Donc, vous pouvez dire les lunes ou lunaison. Donc voilà, donc vous pouvez soit traduire tout par mois systématiquement,
Ou bien, si vous voulez vous souvenir que la différence entre Chodesh et Yareach, qui veulent tous les deux dire mois, c'est de se souvenir de l'étymologie. Chodesh indique le renouvellement, donc la néoménie, et Yareach indique la lune, donc la lunaison. Dans les deux cas, c'est la même chose, hein. Dans tous les cas, les mois sont des mois lunaires, on est bien d'accord, hein. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Euh, voilà, Chodesh. Et puis donc voilà, je voulais qu'on lise un peu Si c'est bon pour vous, pas de questions? Non, c'est bon? Alors on continue la lecture, je vous donne la parole, merci. וסבת ויובל וברית ויפרו את אשר Très bien. Alors, comment vous traduisez ça? Vous vocalisez ça déjà. והשפע Shva, סין קמץ Sin, Kametz, פתה Patar, וו שפע Shva, אולם יוד יולם Cholem, oui, סירי Tsere, וו שורק Shurek, שווה Shva, דגש dans avec Dagesh, רש ירק Rirek. ça se complique. Bon, d'accord, ok. Alors déjà, très bien. Et comment vous traduisez ça alors? Pour l'instant, là, c'est le sabbat, Le sabbat, oui, et l'année du jubilé. mhm, l'année du jubilé, ou le jubilé tout C'est court. le bélier aussi. Hein? C'est le bélier, Le bélier, ah oui, oui. ou le bélier, mais il y a aussi des trompettes qui sont un peu plus. Il y a l'année du jubilé. Oui. Et l'alliance. Et l'alliance. Ok. Et Alors, l'alliance. très bien, merci. Au niveau vocalisation, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des propositions de correction? C'est un chine, Shabbat, effectivement, c'est un shin. Donc déjà, première correction. En français, on dit sabbat parce qu'on est passé par le grec, hein. En grec, il n'y a pas de chointante. Donc tous les mots avec shin deviennent écrits avec un S en grec. Et puis du coup, du grec, ça passe au latin et au français. Donc c'est pour ça que nous, on va dire Salomon pour Shlomo, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on dit sabbat. Donc voilà, mais il faut se souvenir qu'en hébreu, c'est Shabbat. Pardon? Un dagesh dans le bet. Effectivement, par ailleurs, il y a aussi la question, là, comme vous l'aviez orthographié, savat avec kametz et patar, c'est comme un verbe. Alors le verbe, elle existe cette racine, hein, shin bet tav, qui veut dire cesser le travail. Hein, voilà, je m'arrête, je pose mon stylo, j'arrête de travailler. Bon. Donc ça, Shavat, si vous vocalisez Shavat, c'est il cesse de travailler. Mais là, évidemment, dans le contexte, ça n'est pas un verbe qu'on veut, c'est un substantif. Le substantif Shabbat. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on l'orthographie? Comment on le vocalise, pardon? Donc, il y a un dagesh dans le bet, effectivement. Et qu'est-ce qu'on met comme voyelle? Vous aviez proposé un kametz, mais on va mettre un patar. Parce que un kametz dans une syllabe fermée comme ça, ce serait un kametz ratouf, ce serait chob quelque chose. Donc, on va mettre un patar. Et le deuxième, en revanche, va être un kametz, parce qu'on est dans une syllabe, on est dans syllabe finale, accentuée. Donc là, on ne mettrait pas un patar à la fin dans une syllabe accentuée finale. Voilà, on va mettre un kametz. Donc Shabbat, ça va s'écrire comme ça, Ve Shabbat. Donc, Ve Yishkechu Chodesh, Ve Shabbat, ils oublieront la néoménie, le Shabbat. Alors, en français, je mets l'article défini, mais évidemment, en hébreu, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez mettre, ils oublieront néoménie, virgule, Shabbat, virgule. Ensuite, donc, des remarques sur le terme suivant, Yovel? Non, c'est bon?
Alors effectivement, comme vous le disiez, c'est le mot Yovel veut dire bélier à la base, et par métonymie, non, c'est l'inverse je veux dire la corne du bélier. La métonymie, c'est la partie pour le tout. Donc, on marque, c'est peut-être une métonymie finalement. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier. Non, parce qu'on a l'expression Kerena Yovel, donc la corne du bélier. Donc, non, non, Yovel, c'est bélier. Et donc, par extension, la corne. Et, euh, et ensuite, évidemment, pardon? Ah oui, oui, bien sûr, il y a plusieurs termes hein, pour bélier, effectivement. Oui, oui, il y a plusieurs termes. Et donc, et voilà, et ensuite, de la corne à la trompette, c'est-à-dire on utilise la corne de bélier pour sonner, comme faire du bruit, quoi, comme ça, voilà. Et donc, là encore, par métonymie, cette fois-ci pour le coup, la fête qui est, enfin en tout cas, ou une fête qui est marquée par l'usage de ce yovel, du jubilé. D'ailleurs, et du coup, dans ces cas-là, effectivement, on a emprunté ce mot en français, hein, jubilé. Le mot jubilé est un mot d'emprunt. Vous retrouvez le J, c'est le iode, le vav, c'est le U, le B, le I, le L, etc. Bon, voilà. Puis la finale jubilé, on a mis un et à la fin. Mais donc voilà, c'est-à-dire que ce terme hébreu a été emprunté dans nos langues, dans les langues indo-européennes, dans un sens technique. Quand on parle de jubilé, évidemment, si on dit c'est le jubilé, eh bien c'est voilà une période de célébration particulière. Et évidemment, le jubilé par excellence, si on précise pas, mais on dit le jubilé, mais lequel, il peut y en avoir plusieurs. Vous voyez, là, à Rome, il va y avoir je ne sais pas combien de jubilés là, d'un coup cette année, là, au mois de mai. Voilà, donc c'est une période c'est la fameuse libération au bout des 50 ans, quoi. Voilà. Et, et donc, ça, voilà, c'est devenu, voilà, avec les 7 fois 7, 49, donc les 7 sabbats d'année, donc c'est des sabbats de sabbat, donc voilà, ça fait l'année du jubilé, où on restitue les terres, etc., etc. Donc le concept du jubilé est resté, évidemment. Donc là, si on ne précise pas, on peut dire Néoménie, mais c'est pareil, parce que Chodesh, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui est renouvelé? Bon, bah, c'est la lune. Donc, vous voyez, donc on sait de quoi on parle, parce qu'on a une liste comme ça de moments importants dans le culte. La Néoménie, le Shabbat, le Jubilé, etc., etc. Pas de questions sur Yovel, c'est bon? Et ensuite, le dernier terme, vous avez dit l'alliance. Des questions sur la vocalisation, ça vous plaît? Pourquoi on met? Alors, pourquoi on met un ou et pas un shfa sous le vav? Alors, à cause du shfa qui est derrière, c'est une explication, mais en fait, même si c'était... Alors, c'est vrai qu'il y a deux raisons, on pourrait dire, effectivement. Puisqu'effectivement, on a tendance à écrire le shfa, enfin, vocaliser, pardon, le vav avec un ou quand il est suivi d'un shfa, évidemment. Euh, mais de toute façon, même si vous aviez un terme, même si vous n'aviez pas un shfa derrière, si vous aviez bara, quelque chose comme ça, verbe créé par exemple, euh, eh bien en fait on aurait quand même ou bara. Et vous savez pourquoi? C'est une boumaf. Donc rappelez-vous les boumaf, bet, vav, mem, p, qui sont les bilabiales. D'accord? Ce sont des bilabiales, c'est-à-dire que vous avez les deux lèvres qui sont collées l'une à l'autre. Le vav lui-même est une bilabiale. Il se prononce we à l'époque. Aujourd'hui, on le prononce ve, donc comme une labiodentale. Mais ça, c'est la prononciation moderne, ve, du vav. Avant, il se prononçait we. Et donc, vous êtes déjà en train d'articuler une bilabiale, we, et be, we, be, bon, we, be, be. Voilà. Et
Et donc, c'est le fait qu'il y ait ces deux bilabiales en contact. Quand la conjonction vave est suivie par une bilabiale, donc une boumaf, eh bien, il est vocalisé où? Ou, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vraiment, est-ce qu'on entendait encore le petit ouë? Est-ce que c'était ou ou simplement ou? C'est difficile à savoir. D'abord, on n'y était pas il y a 1000 ans. Et en plus de ça, même aujourd'hui, quand quelqu'un parle, on n'entend pas très bien. Si on parle vite, vous imaginez bien que l'articulation très vite fait sauter ou voilà. Donc, pas de problème pour la vocalisation du vav ici. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes sur. Alors voilà. En revanche, effectivement, vous avez raison. Le bête, pour le coup, lui, ne doit pas avoir de dagesh, puisqu'il est précédé d'un élément vocalique. Donc, il n'y a pas raison de mettre un dagesh léger. C'est une bégade kefat, mais précédé d'un élément vocalique. Donc, on ne met pas de dagesh léger. Ouvrit. Et l'alliance. C'est bon pour vous? Alors, si c'est bon pour vous, eh ben on continue. Vous aviez continué à lire. Ah non, vous saviez plus, on savait plus trop comment vocaliser après. Donc, on va regarder ça. Est-ce que quelqu'un a une vocalisation à proposer pour les mots qui suivent? Mais il y a, il y a pro. Je pense que c'est je pensais que c'est le verbe euh, para, géminé, Le verbe para, fara, p, resh, resh. peresresh, parar. Ouais, Ouais, para, d'accord. géminé, je veux dire briser, rompre. Oui, oui, Je pensais que c'était ça. d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai vu quelque part que en fait, ça ne se conjuguait pas au ictol. Ça m'a un petit peu embêté. Que ça ne se conjuguait pas au yictol. Ictol, oui. Ah, J'ai trouvé ça. Et donc, et vous j'ai voulez le pas mettre au noté. yictol. Ben oui, je pensais que c'était. Je trouvais que ça collait avec un ictol de ce verbe qui est un verbe géminé. Oui, À la troisième personne du pluriel. oui. Voilà, Euh, moi, je mettais une réflexion. Avec sous le iode un kametz, sous le un olem au niveau du P, et bien sûr un alors attendez, shurek. je vais noter votre vocalisation. Donc vous me dites, redites-moi la vocalisation du verbe. Euh, le VAB, je pense que c'est, je sais pas, mais ça, franchement, Shva ou le vav, oui. Après, un kametz sous le iode, kametz après sous le P, olem, et, et shurek. et shurek. Vaya forou, d'accord. Et donc, donc avec un verbe parar, euh, dont vous dites qu'il n'existe pas au cal. Bah, c'est ce que j'ai vu. Oui, oui, non, mais effectivement, le verbe parar n'est pas attesté au cal. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir pensé à une autre conjugaison? Pourquoi? Oui, pourquoi le vocaliser? Pourquoi vouloir le vocaliser au cal si vous savez qu'il n'est pas utilisé au cal? Parce que j'ai pas trouvé de solution. Ça doit être euh, au pied, je pense. Mais donc, dans votre dictionnaire, par exemple, vous l'avez trouvé à quelle conjugaison? Ben, Oui, vous dites il n'est pas au cal, pas au pied. mais il existe à quelle conjugaison alors? Il existe au fil. Bon, alors pourquoi ne pas essayer de le vocaliser au ifil?
Et au fil, Ictol, Pardon? Ifil ou Ictol, Voilà, au ifil, à l'inaccompli, au yictol du ifil. Vous voyez, si vous voyez, vous dites, tiens, je pense à cette racine, je vois qu'elle est conjuguée au ifil, on la trouve au ifil, elle n'est pas au cal, mais elle est bien attestée au ifil, avec en plus, euh, elle est attestée dans l'idée en plus de, là, on vient de parler du fait qu'ils ne vont pas évidemment respecter, ils vont pas observer, ils vont oublier, etc. Donc l'idée donc de rompre ou de briser, moi j'aime bien hein, c'est très bien l'idée de briser, surtout que effectivement ce verbe il est utilisé au sens de briser, justement de rompre un engagement. Donc là, c'est bien ça dont il est question, c'est les lois de Dieu, c'est le respecter les Shabbats, etc., etc. Et la loi de Dieu et l'alliance, et donc on va rompre l'alliance, etc., etc. Donc en fait, euh, on peut imaginer effectivement que ce soit ce verbe-là, et donc on peut essayer de le mettre au ifil. Alors, si on le met au ifil, ça donne quoi? disons le Ictol donne en pata, normalement, au fil. Euh, ah oui, sous la première radicale. Oui, oui, La bien sûr. première, Oui, oui, sous le yod, oui, oui, oui. oui, oui. Et Imaginons qu'on ait les deux rèches. Hein, pour faire simple, on peut commencer en imaginant qu'on a effectivement les deux rèches, P, resh, resh. C'est une racine géminée. Mais donc, si vous aviez un verbe fort, katal, que vous le mettez à l'inaccompli, vous pouvez regarder le paradigme. Hein, Yafriru, Eh oui, ça ferait yafriru, quelque chose comme ça. Yafriru. Voilà. On aimerait même avoir une mère de lecture iode ici, yafriru, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave, la mère de lecture, on peut s'en passer. Surtout qu'effectivement, le problème va être évidemment la gémination. Donc on part dans cette idée-là. Maintenant, évidemment, euh, on va avoir un problème puisqu'on ne peut pas mettre ce i entre les deux. Donc soit vous allez dissimuler les deux consonnes. Ça peut se faire hein, de dissimuler les deux consonnes quand vous avez une racine géminée, mais la plupart du temps, on va rester avec une seule consonne qui est longue, qui va être géminée, et donc on va plutôt avoir un déplacement de la voyelle, il y a fi, rou, quelque chose comme ça. Voilà. Ou une autre voyelle d'ailleurs, on peut imaginer, mais avec une gémination du resh. Bon, là on a encore un autre problème, c'est que le resh, la gémination du resh, c'est pas terrible. Un dagage dans le resh, on va pas voir ça. Donc vous allez avoir quelque chose comme, moi je sais pas, il y a Ferrou qui va être vocalisé ici, quelque chose comme ça. On peut regarder hein, d'ailleurs les- c'était Nifal, ce verbe. Mais je Alors il est peut-être onifal. Là on était parti sur le ifil, mais on peut regarder tout de suite hein, le verbe peresh resh et s'il est verbe au ifil, on va regarder verbe ifil au yectol. Voilà, vous allez avoir yafer, voyez. Alors après, ce qui serait bien, ce serait de l'avoir au pluriel, ou en tout cas de pas l'avoir, de voir ce qui se passe. Voilà, t'as ferrou. Ouais, vous avez ça, voyez, t'as ferrou. Donc là, on aurait yaferou. Ah oui, et bien sûr, j'ai oublié de changer la voyelle, c'est que mon ya se retrouve du coup en syllabe ouverte, donc on va mettre un kamet, évidemment. On avait mis un patard parce qu'on était en syllabe fermée, yak-til, yak-til, donc en syllabe fermée, un A se note patard, mais en syllabe ouverte, il se note kamet. Donc oui, c'est un peu compliqué, hein, je peux refaire le cheminement. Voilà, vous partez d'une forme yak-til, n'est-ce pas? Euh, donc on aimerait avoir quelque chose comme yaf, rire,
Voilà, donc ça, on aimerait avoir un truc comme ça. Euh, mais évidemment, le fait que vous allez avoir les deux consonnes qui sont ensemble va faire que on va avoir normalement un dagesh ici comme ça, et que vous allez avoir un déplacement de la voyelle ici. Il y a fir, quelque chose comme ça. Le ya se retrouve, l'avant qui était en syllabe fermée, yaf ou yak en syllabe fermée se retrouve en syllabe ouverte. Donc on va l'écrire yafir. Et puis évidemment, on ne va pas avoir de dagesh dans le resh. Et on va avoir un déplacement de la voyelle qui va s'écrire avec un tséré plutôt qu'un chirek. Donc vous allez avoir la forme yafer. Donc ça, c'est si vous partez dans l'idée que c'est la racine p resh resh à l'inaccompli ifil. Moi, ça me convient bien, hein, veyaferu, et ils briseront, on ne sait pas quoi, mais on va le voir après. Voilà. Oui, oui, les formes ici. Donc ça c'est la forme. Donc il faut que je mette les parallèles, mais qui vont du coup avoir cette forme. Il faut que je mette une étoile là comme ça, qui va donc donner. Il faut que je mette en hébreu cette forme-là, et qui va donc donner cette forme-là. Voilà. Donc ça c'est la petite démonstration pour aboutir à la forme actuelle, disons la forme finale, la forme qui est attestée. Et vous notez qu'on ne dira pas yafrou, on ne fera pas tomber la voyelle, parce qu'en fait, le resh est géminé. On ne le voit pas, mais le resh, il est géminé. Donc il faut imaginer quelque chose comme yaferrou. Voyez? Donc c'est un peu. Voilà. Donc là, c'est sûr, vous voyez cette forme-là, on peut se demander pourquoi on ne fait pas tomber. Normalement, le ou, je vous expliquais, vous voyez, quand on regardait yishkerou, là, on fait tomber. Dans avdou, on fait tomber. Vous ajoutez le ou, il ouvre la syllabe et il fait tomber la prétonique. Là, c'est pas ça qui se passe. Et en plus, il prend pas l'accent. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, vous proposiez du nifal. Euh, c'est aussi possible, on peut aussi imaginer un nifal. Avant, on va peut-être regarder s'il est effectivement attesté au nifal. Non, a priori, je vois pas de nifal. Peut-être en dehors de la Bible. Là, j'ai Parar, donc dans Kleins, qui me dit, non, lui, il voit que des formes au ifil. Tout ça, c'est du ifil. Après, c'est le sens du terme. Mais je peux regarder Baumgartner. On va regarder Parar, pardon. Bon, lui, il l'a aussi au ifil. Vous voyez, donc il a au fal, bon, évidemment, mais pas de nifal. Voilà. Voilà, donc on est plutôt dans ce verbe-là. Voilà. Alors après, on peut imaginer d'autres verbes, puisqu'évidemment, quand vous n'avez que deux consonnes, P et Resh, on se dit, bon, j'ai que deux consonnes, il m'en faut trois. Donc c'est toujours la même chose, il faut toujours avoir en tête, faire cette petite gymnastique de dire, ça peut être, je peux avoir quelque chose au début qui est tombé, donc ça peut être un verbe, un peyod, par exemple, le verbe yafar, qui peut être un verbe wafar, c'est-à-dire avec un vav à la base, ou même un verbe nafar, parce que le noun peut être assimilé aussi. Donc ça, il faut toujours penser, est-ce que j'ai perdu quelque chose au début? Ensuite, est-ce que j'ai perdu quelque chose au milieu? Est-ce que c'est un verbe concave? Le verbe pour, par exemple, euh, euh, qui est attesté d'ailleurs dans la Bible, mais qui est en fait le même sens. Vous voyez, si vous regardez pour, vous regardez dans Keller Baumgartner ou dans votre dictionnaire préféré, vous aurez P Vavresh, mais on vous dit qu'effectivement c'est une forme en français, une alternative, si vous voulez. C'est une forme, j'ai oublié le mot en français, mais voilà, en disant c'est la même chose que para. Parce que voilà, c'est toujours pareil, il n'y a que deux consonnes et à un moment donné, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a que deux consonnes. Et donc même déjà dans l'Antiquité, les gens n'étaient pas des grammairiens. Donc, voilà. Et puis ensuite, on peut imaginer qu'il manque quelque chose à la fin, donc ça peut être une forme géminée ou bien une troisième faible, para. Donc tout ça, il faut faire les différents sens possibles et trouver un sens qui convient. Là, en l'occurrence,
votre choix me paraît très bon, pas rare, il file, tout va très bien. Simplement, fallait pas avoir peur de vocaliser au hi-fi. Vous avez voulu vocaliser au calme, mais c'est plus facile que le hi-fi, mais fallait pas hésiter. Je vois que c'est l'heure, donc il faut qu'on se quitte. Déjà, malheureusement, mais on se retrouve très vite, puisque on se revoit tout à l'heure, figurez-vous, pour notre dernière séance de l'année. Donc, bonne fin de matinée, bon appétit, à tout à l'heure.